1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Deuxième partie. Chapitre 9, suite. Entre les deux branches du parti, il y a un certain nombre d'échanges, dans la limite où il est nécessaire d'exclure du parti intérieur les faibles et de rendre inoffensifs, en les faisant monter, les membres ambitieux du parti extérieur. En pratique, l'accès au grade qui permet de devenir membre du parti n'est pas ouvert aux prolétaires. Les plus doués, qui pourraient peut-être former des noyaux de mécontents, sont simplement repérés par la police de la pensée et éliminés. Mais cet état de choses n'est pas nécessairement permanent. Il n'est pas non plus une question de principe. Le parti n'est pas une classe dans le sens ancien du mot. Il ne vise pas à transmettre le pouvoir à ses enfants parce qu'ils sont ses enfants. Et s'il n'y avait pas d'autre moyen de maintenir au sommet les gens les plus capables, il serait parfaitement prêt à recruter une génération entièrement nouvelle dans les rangs du prolétariat. Pendant les années cruciales, le fait que le parti n'était pas un corps héréditaire fit beaucoup pour neutraliser l'opposition. Le socialiste d'ancien modèle, qui avait été entraîné à lutter contre le privilège de classe, supposait que ce qui n'était pas héréditaire ne peut être permanent. Il ne voyait pas que la continuité d'une oligarchie n'a pas besoin d'être physique. Il ne s'arrêtait pas non plus à réfléchir que les aristocraties héréditaires n'ont jamais vécu longtemps, tandis que les organisations fondées sur l'adoption, comme l'Église catholique par exemple, ont parfois duré des centaines ou des milliers d'années. L'essentiel de la règle oligarchique n'est pas l'héritage de père en fils, mais la persistance d'une certaine vue du monde et d'un certain mode de vie imposé par les morts aux vivants. Un groupe directeur est un groupe directeur aussi longtemps qu'il peut nommer ses successeurs. Le parti ne s'occupe pas de perpétuer son sang, mais de se perpétuer lui-même. Il n'est pas important de savoir qui détient le pouvoir pourvu que la structure hiérarchique demeure toujours la même. Les croyances, habitudes, goûts, émotions, attitudes mentales qui caractérisent notre époque sont destinées à soutenir la mystique du parti et à empêcher que ne soit perçue la vraie nature de la société actuelle. Une rébellion matérielle ou un mouvement préliminaire en vue d'une rébellion sont actuellement impossibles. Il n'y a rien à craindre des prolétaires. Laissés à eux-mêmes, ils continueront de génération en génération et de siècle en siècle à travailler, procréer et mourir, non seulement sans ressentir aucune tentation de se révolter, mais sans avoir le pouvoir de comprendre que le monde pourrait être autre que ce qu'il est. Il ne deviendrait dangereux que si le progrès de la technique industrielle exigeait qu'on leur donne une instruction plus élevée. Mais comme les rivalités militaires et commerciales n'ont plus d'importance, le niveau de l'éducation populaire décline. On considère qu'il est indifférent de savoir quelles opinions les masses soutiennent ou ne soutiennent pas. On peut leur octroyer la liberté intellectuelle, car elles n'ont pas d'intelligence. Mais on ne peut tolérer chez un membre du parti le plus petit écart d'opinion sur le sujet le plus futile. De sa naissance à sa mort, un membre du parti vit sous l'œil de la police de la pensée. Même quand il est seul, il ne peut jamais être certain d'être réellement seul. Où qu'il se trouve, endormi ou éveillé, au travail ou au repos, au bain ou au lit, il peut être inspecté sans avertissement et sans savoir qu'on l'inspecte. Rien de ce qu'il fait n'est indifférent. Ses amitiés, ses distractions, son attitude vis-à-vis de sa femme et de ses enfants, l'expression de son visage quand il est seul, les mots qu'il marmonne dans son sommeil, même les mouvements caractéristiques de son corps, tout est jalousement examiné de près. Non seulement tout réel méfait, mais toute excentricité, quelque bénigne qu'elle soit, tout changement d'habitude, toute particularité nerveuse qui pourrait être le symptôme d'une lutte intérieure sont détectés à coup sûr. Il n'a dans aucune direction la liberté de choisir. D'autre part, ses actes ne sont pas déterminés par des lois, ou du moins par des lois claires. Les pensées et actions, qui, lorsqu'elles sont surprises, entraînent une mort certaine, ne sont pas formellement défendues. Et les éternelles épurations, les arrestations, tortures, emprisonnements et vaporisations
ne sont pas infligés comme punition pour des crimes réellement commis. Ce sont simplement des moyens d'anéantir des gens qui pourraient peut-être, à un moment quelconque, dévier. On exige d'un membre du parti non seulement qu'il ait des opinions convenables, mais des instincts convenables. Nombre des croyances et attitudes exigées de lui ne sont pas clairement spécifiées, et ne pourraient être clairement spécifiées sans mettre à nu les contradictions inhérentes à Langsoc. S'il est naturellement orthodoxe, en novlangue bien pensant, il saura en toutes circonstances, sans réfléchir, quelle croyance est la vraie, quelle émotion est désirable. Mais en tout cas, l'entraînement mental minutieux auquel il est soumis pendant son enfance et qui tourne autour des mots novlangues arrêt du crime, blanc-noir et double pensée, le rend incapable de réfléchir et de vouloir réfléchir trop profondément. On attend d'un membre du parti qu'il n'éprouve aucune émotion d'ordre privé et que son enthousiasme ne se relâche jamais. Il est censé vivre dans une continuelle frénésie de haine contre les ennemis étrangers et les traîtres de l'intérieur, de satisfaction triomphale pour les victoires, d'humilité devant la puissance et la sagesse du parti. Les mécontentements causés par la vie nue, insatisfaisante, sont délibérément canalisés et dissipés par des stratagèmes comme les 2 minutes de la haine, les spéculations qui pourraient peut-être amener à une attitude sceptique ou rebelle sont tuées d'avance par la discipline intérieure acquise dans sa jeunesse. La première et la plus simple phase de la discipline qui peut être enseignée même à de jeunes enfants s'appelle en novlangue arrêt du crime. L'arrêt du crime, c'est la faculté de s'arrêter net, comme par instinct, au seuil d'une pensée dangereuse. Il inclut le pouvoir de ne pas saisir les analogies, de ne pas percevoir les erreurs de logique, de ne pas comprendre les arguments les plus simples, s'ils sont contre Langsoc. Il comprend aussi le pouvoir d'éprouver de l'ennui ou du dégoût pour toute suite d'idées capables de mener dans une direction hérétique. Arrêt du crime, en résumé, signifie stupidité protectrice. Mais la stupidité ne suffit pas. Au contraire, l'orthodoxie, dans son sens plein, exige de chacun un contrôle de ses processus mentaux aussi complet que celui d'un acrobate sur son corps. La société océanienne repose, en fin de compte, sur la croyance que Big Brother est omnipotent et le parti infaillible. Mais comme, en réalité, Big Brother n'est pas omnipotent et que le parti n'est pas infaillible, une inlassable flexibilité des faits est à chaque instant nécessaire. Le mot-clé ici est noir-blanc. Ce mot, comme beaucoup de mots novlangues, a 2 sens contradictoires. Appliqué à un adversaire, il désigne l'habitude de prétendre avec impudence que le noir est blanc, contrairement aux faits évidents. Appliqué à un membre du parti, il désigne la volonté loyale de dire que le noir est blanc, quand la discipline du parti l'exige. Mais il désigne aussi l'aptitude à croire que le noir est blanc, et plus à savoir que le noir est blanc, et à oublier que l'on n'a jamais cru autre chose. Cette aptitude exige un continuel changement du passé que rend possible le système mental qui réellement embrasse tout le reste, et qui est connu en novlangue sous le nom de double pensée. Le changement du passé est nécessaire pour 2 raisons, dont l'une est subsidiaire et pour ainsi dire préventive. Le membre du parti, comme le prolétaire, tolère les conditions présentes en partie parce qu'il n'a pas de terme de comparaison. Il doit être coupé du passé, exactement comme il doit être coupé avec les pays étrangers, car il est nécessaire qu'il croie vivre dans des conditions meilleures que celles dans lesquelles vivaient ses ancêtres, et qu'il pense que le niveau moyen du confort matériel s'élève constamment. Mais la plus importante raison qu'a le parti de rajuster le passé est de loin la nécessité de sauvegarder son infaillibilité. Ce n'est pas seulement pour montrer que les prédictions du parti sont dans tous les cas exactes, que les discours statistiques et les rapports de toutes sortes doivent être constamment remaniés selon les besoins du jour. C'est aussi que le parti ne peut admettre un changement de doctrine ou de ligne politique. Changer de décision ou même de politique est un aveu de faiblesse. Si par exemple l'Eurasia ou l'Estasia, peu importe lequel, est l'ennemi du jour, ce pays doit toujours avoir été l'ennemi. Et si les faits disent autre chose, les faits doivent être modifiés. Aussi, l'histoire est-elle continuellement réécrite.
Cette falsification du passé, au jour le jour, exécutée par le ministère de la Vérité, est aussi nécessaire à la stabilité du régime que le travail de répression et d'espionnage réalisé par le ministère de l'Amour.